Quand on évoque le Troisième Reich, généralement on pense au régime nazi. Et pourtant, cette appellation peut très bien être étendue au régime précédent, c'est-à-dire la République de Weimar. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Dans l'histoire du territoire allemand, on peut délimiter globalement deux entités politiques. La première, c'est le Heiliges Romanisches Reich, qu'on connaît nous en France sous le nom de Saint-Empire romain germanique. Et la deuxième, c'est le Deutsches Reich, qui regroupe le Second Empire et la République de Weimar ainsi que le régime nazi. Donc ce n'est pas un empire. Exactement. Le terme de Reich n'est pas très bien traduit en français, c'est-à-dire que la langue française, pour une fois, n'est pas assez riche pour indiquer ce qu'est réellement un Reich. On devrait plutôt définir ça comme une terre gouvernée par un souverain. Ce serait beaucoup mieux. Par exemple, on peut faire la différence entre un Königsreich, donc une terre gouvernée par un roi, littéralement, un König étant un roi, ou un Kaiserreich, une terre gouvernée par un empereur. Donc je parlais du premier ensemble politique qui est le Saint-Empire romain germanique. Donc celui-ci s'étend de 962, quand Othon Ier fonde le Saint-Empire, et il se termine en 1806, quand François II du Saint-Empire va déposer sa couronne après avoir été vaincu par Napoléon Ier, l'empereur des Français. Il va lâcher ce titre. D'accord, et ensuite, qu'est-ce qui se passe sur le territoire germanique ? Et bien ensuite, Napoléon va dominer l'Europe et son intérêt premier, c'est d'avoir une alliance militaire. Donc il va créer la Confédération du Rhin, ce qui n'est pas un Reich. Ce n'est pas un Reich. Non, ce n'est pas un Reich, c'est une confédération et le mot est très important, c'est-à-dire que tous les États qui forment la Confédération sont plus ou moins indépendants. Ils sont chapeautés par Napoléon avec des impératifs militaires, ils doivent fournir des hommes à Napoléon, mais en tant que tel, Napoléon n'est pas empereur de la Confédération du Rhin. En comparaison, le Premier Reich, donc le Saint-Empire, qui, dans notre timeline, vient de tomber, c'était vraiment chapeauté par l'empereur, c'est-à-dire que les États avaient une certaine indépendance, mais n'étaient pas indépendants du Saint-Empire en tant que tel, et ils formaient juste des diètes, c'est-à-dire une sorte d'assemblée quand des décisions devaient être prises, mais l'empereur représentait toute l'entité politique du Saint-Empire romain. Avec la Confédération du Rhin, ce n'est plus le cas. On a même des titres comme le roi de Bavière qui apparaissent. Donc on a des vrais royaumes qui naissent. Ils ont juste des obligations militaires envers la France. Donc cette entité politique qui suit le Saint-Empire romain, la Confédération du Rhin, elle profite énormément à Napoléon dans ses campagnes militaires, et il est à peu près logique que la Confédération du Rhin tombe en même temps que Napoléon. En réalité, un peu plus tôt, elle est dissoute en 1813. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après 1813 ? Après 1813, on a 2 années de flottement, c'est les 2 années qui seront nécessaires à vaincre Napoléon Ier, et ensuite on a le congrès de Vienne. Le congrès de Vienne qui se déroule de 1814 à 1815, et qui va décider d'un véritable nouvel ordre européen, et c'est là que la question du territoire allemand va être abordée. Qu'est-ce qu'on fait pour remplacer le Saint-Empire romain germanique ? La solution qui est trouvée, c'est la Confédération germanique. Du coup, cette confédération germanique, c'est un Reich ou c'est autre chose ? La traduction allemande, c'est un Bund, c'est-à-dire littéralement une confédération. Cette fois, on a un bon mot pour traduire la chose. Donc, c'est un peu différent dans le sens où toutes les constituantes de la confédération sont indépendantes et égales. Donc, il n'y a pas réellement un personnage qui rassemblerait du pouvoir et qui serait en haut de la pyramide. Donc, en haut de la pyramide, il n'y a pas de chef ? Et ben en réalité, c'est un peu flou, c'est le moment le plus flou pour la notion de Reich, et c'est un peu compliqué à expliquer, dans le sens où, après Napoléon, on a voulu donner un lot de consolation à l'Autriche, en leur redonnant une sorte de souveraineté sur le territoire allemand, le territoire germanique pour être plus précis, mais les États ont quand même voulu rester indépendants. Ils ont goûté à l'indépendance sous Napoléon, en étant nommés rois, grand-ducs, etc., et ils ont voulu garder cette indépendance vis-à-vis d'une certaine tutelle. Il n'empêche que, on a l'Autriche et la Prusse qui sont plus puissantes que les autres entités de cet espace germanique et qui gèrent plus ou moins la Confédération germanique, et c'est ce qu'on appelle le dualisme allemand, et on va en parler dans un autre podcast prochainement. Mais l'Autriche, pour résumer, va mener la Confédération germanique
jusqu'à temps qu'elle soit battue par la Prusse, militairement parlant. En réalité, on pouvait déjà voir une tendance à la supériorité prussienne dès le printemps des peuples, donc ça c'est une vague de révolution et de révolte qui intervient dans plusieurs pays d'Europe en 1848 et 1849. D'ailleurs, l'Autriche a durement été touchée par ce printemps des peuples, et la Diète de la Confédération germanique va carrément proposer au roi de Prusse de prendre la couronne d'empereur. Et il accepte. Et il a totalement refusé. Il a refusé parce qu'il se sentait pas encore prêt à affronter l'Autriche et à assumer ce rôle. Il voulait raffermir son pouvoir sur son territoire pour être sûr de bien contrôler. Donc on voit déjà les prémices d'une supériorité prussienne dès 1848-49 qui est confirmée avec la guerre austro-prussienne de 1866. Ça coïncide avec la bataille de Sadowa. En réalité, Otto von Bismarck prépare déjà toute sa stratégie pour mettre en œuvre une supériorité de la Prusse sur l'Europe. Et l'une des premières cibles, c'est évidemment l'Autriche. Il faut abattre l'Autriche pour avoir une domination sur le reste du territoire germanique. Donc, pour une histoire de duché dans le nord des territoires germaniques, l'Autriche et la Prusse vont se combattre. Toutes les entités politiques autres que la Prusse, ou presque, dans la Confédération germanique vont rejoindre l'Autriche, mais les alliés de l'Autriche vont subir une première défaite contre la Prusse, et ensuite la Prusse va vaincre les Autrichiens à Sadowa, ce qui va confirmer la supériorité de la Prusse. D'ailleurs, on a une supériorité qui est confirmée par une nouvelle entité politique, qui est la Confédération d'Allemagne du Nord, qui commence en 1867, donc juste après. Juste après, donc Sadowa. Exactement. Donc, est-on en présence d'un Reich à ce moment-là ? Et pas encore. Dans la réalité institutionnelle des faits, on est encore en la présence d'un Bund. C'est-à-dire que le roi de Prusse ne veut pas aller trop vite en besogne. Et il va attendre la victoire sur la France en 1870-71 pour se proclamer empereur, et cette fois réellement prendre ce terme de Reich et se l'approprier. Donc on a un peu l'impression que Bismarck s'est construit ou a établi sa supériorité en se battant d'abord contre l'Autriche et ensuite contre la France. Exactement, mais attention, c'est en soi une très bonne question parce que ça permet de remettre les pendules à l'heure. Otto von Bismarck, c'est seulement le chancelier. Donc ce n'est pas le roi puis l'empereur. Le roi puis l'empereur, c'est Guillaume Ier. Mais évidemment, c'est Bismarck qu'on a retenu parce que Bismarck est très très fort en diplomatie. C'est grâce à lui que l'Allemagne va réussir à établir sa puissance en Europe. Donc est-on en présence d'un deuxième Reich ? Exactement. D'ailleurs, il me semble que j'ai dit Second Reich plus tôt dans cette vidéo, c'est plus correct de dire deuxième. Le premier Reich, c'était le Saint-Empire romain germanique. On est enfin en présence du deuxième Reich, qui est le Deutsches Reich. Et cette notion est importante parce qu'elle se coupe assez nettement du Heiliges Romanisches Reich, parce que le Heiliges Romanisches Reich, Saint-Empire romain germanique, se voulait héritier de la Rome antique, de l'Empire romain. Le Deutsches Reich ne se veut pas du tout héritier de l'Empire romain. Il veut juste réunir sous sa coupe les peuples allemands. Donc ce Kaiserreich allemand, il s'étale de quelle date à quelle date ? Il commence, comme on l'a dit, en 1871 avec la défaite française, et il finit avec une victoire française à la fin de la Première Guerre mondiale. L'empereur est véritablement chassé du pouvoir le 9 novembre, donc 2 jours avant l'armistice. Et les alliés, la Triple Entente et leurs alliés, veulent mettre en place en Allemagne un régime qui soit plus faible. C'est de là que va naître la République de Weimar. Cette République de Weimar, du coup, elle n'a plus de lien avec le Reich ? Et ben en fait, si, elle a encore un lien très fort avec le Reich. En fait, le Deutsches Reich, qui a été commencé en 1871, n'est pas tombé. Donc on peut par exemple lire dans la constitution de la République de Weimar, le Reich allemand est une république. Ce qui est étonnant, ça va totalement à l'encontre de notre esprit d'empire. On voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs éléments qui nous rappellent le Reich directement. On a par exemple un Reich Präsident. Donc le président, c'est le président du Reich. On a la Reichsbank, donc la banque du Reich. Ou encore le Reichsmark, c'est la monnaie. Ou encore le Reichstag, donc l'Assemblée. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le deuxième Reich est bien tombé. Mais on est là en la présence d'un troisième Reich. La République de Weimar est donc un troisième Reich. Et pourtant, on fait habituellement référence au régime nazi sous l'appellation Troisième Reich. Absolument, et c'est pas un hasard. Hitler a voulu faire disparaître de l'histoire allemande ce moment honteux, selon lui, qui rappelle trop la défaite de 18. Weimar, donc. Exactement. Donc Hitler a gardé le nom de Troisième Reich
en fait il n'a rien changé, hein. Il n'a pas changé concrètement le régime, la constitution reste la même. Hitler est élu démocratiquement parlant en 1933, donc la constitution en elle-même ne change pas, et elle ne changera d'ailleurs jamais, hein. Le Troisième Reich, sous-entendu régime nazi, est toujours une république. On l'oublie souvent parce que Hitler a simplement pris tout le pouvoir, il a rassemblé le pouvoir de Kanzler, donc de chancelier, et de président. Il a fusionné ces deux pouvoirs pour avoir un pouvoir absolu, et ensuite il a interdit les autres partis, ce qui n'est pas très républicain, mais la République en elle-même est toujours debout. Donc, quelque part, le Troisième Reich commence en 1918, c'est la deuxième composante de cette longue entité politique qui est le Deutsches Reich, et Hitler ne change pas réellement la constitution, etc. Par contre, on peut voir que c'est purement politique, parce qu'il va très vite changer la dénomination de son régime. Il n'y fait plus référence en tant que Troisième Reich. En fait, il y fait référence au départ pour que ce soit bien marqué dans les esprits, et ensuite, il va juste appeler ça le Grand Reich, ou le Großdeutschlandreich, donc le Reich grand allemand, une fois qu'il aura englobé l'Autriche et qu'il aura commencé ses invasions, donc c'est à partir de 1943 environ. Pourquoi Reich grand allemand ? Ça fait référence au dualisme allemand, qu'on verra dans une autre vidéo, et pour résumer très vite, on a une différence entre le Reich grand allemand, qui prend en compte les peuples germaniques, donc l'Autriche également, ou le Reich petit allemand qui prend en compte les peuples allemands, pas germaniques, juste allemands. Et donc là, c'est surtout l'Allemagne qu'on connaît aujourd'hui. Et dernière information, le Reich d'Hitler était censé durer 1000 ans. C'est ambitieux, 1000 ans. C'est ambitieux, mais c'est également un clin d'œil historique, parce que le premier Reich, le Heiliges Romanisches Reich, le Saint-Empire romain germanique, a duré, lui, 844 ans. En fait, Hitler voulait faire mieux que le premier Reich. Et en réalité, on voit que si on considère son régime à lui, c'est-à-dire de 1933 à 1945, son régime n'aura pas duré 1000 ans, mais 12. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que le sujet vous a plu, et la vidéo également. On verra sûrement les prochains sujets avec le dualisme allemand et qu'est-ce qui s'est passé également pour le premier Reich plus tard.